Eh bien, après la relativité générale, nous allons tenter d'approcher une compréhension au moins partielle de la relativité restreinte. Alors tout commence avec la lumière. Cette lumière qui a été totalement incompréhensible jusqu'au début du XVIIe siècle, puis au début du XVIIe se dessinent des théories émises par Snell, entre autres, ou par Newton. Les deux ont étudié la diffraction, et Newton a découvert que la lumière blanche était composite, c'est-à-dire que la lumière blanche était constituée par des lumières colorées, celles de l'arc-en-ciel. Il a découvert qu'il était possible de la décomposer, mais aussi de la recomposer à partir des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, à part ça, qu'est-ce que la lumière aux yeux de Newton? Et bien pour lui, c'était un flux de particules. Donc, il pensait que éventuellement ces particules pouvaient être massives. Et il émettait cette hypothèse en posant l'idée que comme la lumière communiquait une certaine quantité d'énergie, eh ben, elle devait être, on va dire, concrète. Puis, au XVIIIe et au XIXe siècle, on a quand même un peu avancé dans la compréhension du phénomène lumineux, et on a commencé à comprendre que la lumière était un phénomène ondulatoire. Alors évidemment, pour Einstein, la lumière est à la fois ondulatoire et particulière, mais au XIXe, on la considérait comme exclusivement ondulatoire. Et on butait bien sûr sur une grosse difficulté, c'est qu'une onde se propage dans un milieu. Par exemple, l'onde sonore se propage dans l'air, c'est une variation de pression qui se communique de mètre après mètre, sans que l'air ne bouge. L'onde sonore peut se propager dans de l'air, dans n'importe quel gaz, dans un liquide, ou dans un solide, dans des poutrelles métalliques par exemple. Ou dans notre enfance, via une ficelle reliée à un pot de yaourt. Ouais, bon, maintenant il y a le portable. Bref, donc eh ben, la lumière nécessite un milieu pour se déplacer, et on savait déjà au début du 19e, on savait avec certitude que entre la Terre et le Soleil, ben, il n'y avait rien, il y avait du vide. Donc, comment est-ce que la lumière pouvait arriver jusqu'à nous? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est que peu à peu, dans le courant du 19e, on a cru comprendre que la lumière avait une vitesse qui était toujours la même et qui semblait indépendante de la vitesse de l'émetteur. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas plus vite si l'émetteur se rapprochait de nous. Et ça paraissait incompréhensible à l'aune des théories de Galilée sur l'addition des vitesses. Donc avec la lumière, apparemment, il n'y avait ni addition ni soustraction des vitesses. D'où l'invention d'un concept absolument génial, totalement faux, mais génial, l'éther. Alors qu'est-ce que l'éther, tel que compris au 19e, c'est pas celui de Descartes, qui jouait un rôle dans la gravitation, qui n'existait pas non plus d'ailleurs. L'éther du 19e, c'était un milieu qui n'interférait que avec le phénomène lumineux, uniquement avec le phénomène lumineux.
Donc, qu'est-ce que la lumière? Eh bien, pour les savants du 19e, c'était un mouvement ondulatoire qui se propage dans l'éther. Et cet éther, en plus, il avait une autre caractéristique, ce qui solutionnait le deuxième problème, c'est qu'il était immobile. Donc on sait que dans l'espace, on l'a déjà expliqué longuement, rien n'est immobile. Les savants du 19e le savaient aussi. Rien n'est immobile, sauf, dans leur hypothèse, l'éther, qui était un référentiel immobile absolu. Donc tout était mobile, sauf l'éther. Si on évoquait le concept d'immobilité, eh bien, il fallait se référer à l'éther. Alors à partir du moment où l'éther était immobile, et où la vitesse de la lumière dépendait de ses rapports, ses relations avec le phénomène lumineux, eh bien on comprenait mieux pourquoi la vitesse de la lumière était constante de la même façon que, par exemple, à condition de pression égale, la vitesse du son est une constante. Et c'est alors que, pour en avoir le cœur net, deux savants, Michelson et Morley, ont imaginé de démontrer l'existence réelle de l'éther. Qui évidemment n'était pas démontrée, c'était une hypothèse très très intéressante, qui semblait évidente à tout le monde, hein, soit dit en passant. C'est faux, mais pour tout le monde c'était évident. Et ils se sont dit que si il existait un éther convoyant la lumière référentielle immobile, alors que la Terre voyage par exemple à 100 000 km/h autour du Soleil, eh bien on subissait un vent relatif appelé vent d'éther. Autrement dit, pendant que la Terre se déplace, on se prend un vent d'éther de 100 000 km/h dans la figure. Donc, a priori, ce vent d'éther devait freiner la lumière ou l'accélérer selon que l'on émet la lumière vers la source, vers le vent d'éther ou vent arrière. Donc c'est la fameuse expérience de Michelson et Morley dont nous parlerons la prochaine fois, qui voulait démontrer l'existence du vent d'éther. Yo yo.